Bonjour à tous, bienvenue à ce panel, l'aérospatiale sur la voie de la décarbonation. Je suis Clotilde Petitjean, directrice des programmes du Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir des panélistes de haut niveau. On est vraiment très chanceux de les avoir avec nous. Donc je vais commencer par l'autre bout, donc avec Sylvain Larochelle, directeur bureau de collaboration technologique chez Pratt & Whitney Canada. Johanna Gélès, donc directrice innovation chez Bell Textron, j'ai failli dire Bell Hélicoptère, je vais me faire... Samira Keivanpour, assistant professeur en génie industriel à Polytechnique Montréal. Ensuite, j'ai Alexandru Jordan, donc VP technologie chez SAF+. Et on finit par Miguel Garcia-Claro, responsable stratégie et développement durable des produits chez Bombardier. Donc merci beaucoup à tous nos panélistes. Puis sans plus tarder, on va commencer avec ce panel. Comme vous le savez, l'aviation s'est donné des objectifs ambitieux dans le cadre de la COP26, d'arriver à être carboneutre d'ici à 2050. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il y a déjà beaucoup de projets qui sont en cours parce que réduire l'impact de notre industrie, même si on regarde le portrait de toutes les industries, il est minime, mais on a une industrie très visible, très technologique, donc on doit être à l'avant des changements. Donc, réduire cet impact environnemental, ça représente des défis dans un contexte... Bon, on ne peut pas cacher la Covid, donc dans un contexte de reprise, dans un contexte de croissance, parce que les projections du trafic aérien sont encore des projections de croissance élevée, et de diversification, puisqu'on voit qu'on commence à parler de nouveaux types d'aéronefs, de nouvelles opportunités de transport aérien. Donc, il y a un consensus parmi nos panélistes aujourd'hui. On veut voir un petit peu quels sont les projets porteurs que vous voyez dans l'industrie. Puis, je vais commencer par Alexandru, parce que comme vous le savez, il y a dans toutes les industries, il y a des nouveaux joueurs quand il y a des grosses transformations. On l'a vu dans le spatial, on l'a vu dans l'automobile. Alors, Alexandru, en tant que cofondateur de SAF+, donc... qui développe des carburants alternatifs durables pour l'aviation. Donc start-up, même si start-up bien établi quand même. C'est quoi un petit peu ta vision sur les technologies de rupture, puis comment est-ce que vous bousculez l'industrie? Merci beaucoup Clotilde pour l'introduction. En effet, juste pour commencer, j'étais mardi sur le sommet sur le climat à Montréal. C'était le premier organisé par le partenariat Climat Montréal, la ville de Montréal. Et j'ai pu constater quelque chose que je pense les gens dans la salle et ici sur la scène sentent de plus en plus j'ai pas envie de dire engouement ni effervescence parce qu'on n'est pas dans ce genre de sentiment-là, mais je pense un sentiment d'urgence face à ce qui se passe notamment sur le côté climatique. Et donc face à ça, forcément l'aviation est un peu à l'avant-scène, comme Clotilde le mentionnait, à la fois pour sa visibilité, à la fois pour le fait que c'est associé aussi avec un certain pan de la population mondiale qui est plutôt riche et plutôt aisé, on va dire. Et tout ça, ça fait qu'il y a l'urgence d'agir et la pression d'agir est encore plus grande. Mais ça c'est un peu la cocotte minute qui fait la pression, c'est un peu négatif. Mais ce que je veux transformer maintenant l'image, et regardons le côté plein du verre. Ce que la société nous dit, puis ce qu'on sait, c'est que le temps est tellement urgent à agir qu'on a le droit de faire des choses folles en ce moment. On a le droit de prendre le courage et se réinventer au début de l'aviation quand il y avait différentes équipes de pionniers qui inventaient des avions, ils se jetaient dans le vide sans aucune contrainte de sécurité, tout ça. C'est un peu ça, moins la sécurité. La sécurité, je crois qu'on est d'accord qu'on veut la garder, mais le courage, et c'est vraiment là, c'est ça que je vois dans l'aviation, puis je pense que chacun va parler un peu de son angle de ce courage-là, mais c'est réinventer des technologies. Alors il y a trois choses
principales qui sont faites, deux depuis longtemps, pas juste depuis la COP. L'amélioration des équipements dans le but de l'efficacité énergétique, puis je laisserai les autres parler de ça. L'amélioration de la façon de voler l'avion à hauteur ou par quelle trajectoire qui fait aussi de l'efficacité du carburant. Et la troisième qui aujourd'hui est la plus pressante, et c'est dit partout, les ONG, les investisseurs, les gens de l'OACI, c'est le développement des carburants propres. Parce que les avions qui volent en ce moment dans le ciel, on ne va pas pouvoir les grounder, on ne va pas pouvoir les remplacer par de l'hydrogène ou l'électrification dans les prochaines 2-3 décennies. Donc, pour pouvoir arriver aux réductions de carbone, c'est vraiment remplacer le carburant fossile. Et nous, on est là. Et comme nous, il y a d'autres startups dans le monde qui viennent. Mais j'ai la fierté de dire que Montréal s'est positionné comme un leader, notamment grâce au consortium qu'on a avec Air Transat, avec Airbus International et Canada, avec Aéro Montréal qui nous soutient également. Donc, voilà. Merci Alexandre de propulser les carburants alternatifs québécois. Peut-être un droit de réponse de la part des joueurs traditionnels, donc l'industrie qui est bien établie. C'est quoi les facteurs clés pour la transition que vous avez déjà amorcée il y a quelque temps chez Pratt & Whitney, Sylvain? Parfait. Merci, Claudine. En fait, chez nous, évidemment, un peu comme Alexandre l'a mentionné, on est propulsé par différents enjeux, des axes qu'on appelle de transformation, qui se déploient sur 3 volets principaux. Un environnemental, évidemment, un deuxième de transformation numérique et un troisième qu'on ne parle pas énormément, mais démographique. Si on regarde au niveau environnemental, bien évidemment, du côté de Pratt Canada, on est spécialisé dans les systèmes de propulsion. Conséquemment, on a 3 axes de projets différents sur l'aspect environnemental. L'introduction des carburants alternatifs ou carburants propres, Alexandre l'a mentionné, pour éviter l'effet d'inertie de la flotte. Donc, toute la flotte qui existe aujourd'hui, on doit rapidement trouver une façon, si on veut, de convertir l'utilisation de carburant pour réduire l'empreinte environnementale. Une deuxième série de projets sont associés à l'électrification des systèmes de propulsion. En juillet dernier, d'ailleurs, les gouvernements canadiens et québécois ont fait une annonce pour nous supporter sur un démonstrateur pour un propulseur hybride, donc un turbopropulseur hybride de 35 passagers, où on va remplacer un des moteurs thermiques traditionnels par un système de propulsion hybride électrique. Le troisième volet, c'est des changements de rupture, donc des tout nouveaux carburants, on pense à l'hydrogène et autres types. Donc ça caractérise un petit peu, si on veut, les projets sous le volet environnemental. Du côté de transformation numérique, on est à déployer l'introduction d'un jumeau numérique. Qu'est-ce qu'un jumeau numérique pour nous? On veut interagir avec nos clients avionneurs de façon numérique, où on reçoit leurs requis de façon numérique. On prend ces requis-là, on les distribue dans l'ensemble de l'entreprise, des concepteurs en ingénierie jusqu'aux spécialistes en fabrication et aux spécialistes dans le secteur après-vente, pour, en temps réel, proposer une solution où tous les acteurs de l'entreprise vont collaborer. Finalement, avec ce jumeau numérique-là aussi, on veut prendre le pouls direct de nos clients opérateurs pour suivre en continu l'état des systèmes de propulsion qu'on livre. Donc ça caractérise le deuxième volet. Finalement, au niveau démographique, bien, le Québec, comme le Canada, depuis quelques années, perd plus de personnes sur le marché du travail qui en gagnent. Donc, le vieillissement de la population est un enjeu majeur. Donc, chez nous, l'aspect diversité, équité et inclusion prend une dimension particulière parce qu'effectivement, on doit recruter des talents à l'échelle mondiale. Le deuxième élément, c'est la formation et notre capacité d'intégrer justement ces nouvelles personnes-là au niveau de l'entreprise. On pourra regarder sur le troisième thème un peu certains éléments d'intégration et de formation. Donc, je dirais que ça caractérise les différents projets du côté Pratt Canada sur les 3 axes de transformation: environnementale, transformation numérique et démographique. Merci Sylvain, on voit que c'est très relié puis qu'il faut embarquer tous les joueurs dans cette transformation. Johanna, j'ai eu l'occasion la semaine passée d'assister à la conférence de Steve Lavoie, très bonne conférence, puis j'ai vu que là il y avait des grands projets de transformation majeurs, puis chez Bell, ça fait longtemps que tu as pu être à l'avant de ces projets-là. C'est quoi les projets porteurs que vous voyez? C'est très vrai. Premièrement, au début, tu as mentionné que tu as toujours de la misère avec le mot hélicoptère.
On l'a laissé tomber en 2018 exactement pour ce motif, pour être capable de se déclarer une compagnie de technologie. Donc, on a viré déjà en 2018. Depuis là, on a commencé vraiment de regarder de plus proche l'électrification. Puis un de nos plus gros succès, c'était le vol en 2020 d'un système anti-torque électrique, complètement électrique. Ça s'appelle EDAT en anglais, vous pouvez le voir sur le YouTube. C'est une 4 moteurs complètement électrique. Donc ça, c'était une chose qu'on n'a jamais pensé avant qu'on pourrait faire. Puis il y avait encore des gens qui disaient « ça ne se fait pas ». Mais c'était vraiment une technologie de rupture en ce moment. Après ça, on se dit, bon, on peut continuer, puis on va continuer de l'améliorer, mais le plus grand défi en ce moment, c'est les batteries. Ouais. Donc, le ratio poids versus puissance pour l'atterrissage puis le décollage, on n'est pas là encore. Donc, on a continué sur le chemin de développer des alternatives. Donc, on est en train d'établir une banque d'essai hybride pour un drone de transport. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On est en train vraiment de faire ça. Puis, comme Sylvain disait, dans le futur, on envisage l'hydrogène. Donc, c'est vraiment totalement différent de ce qu'on faisait, ça fait même 5 ans. C'est super d'assister à ces changements vraiment de l'industrie. Puis c'est un appel pour développer des batteries plus efficaces. Tout à fait, tout à fait. Gens en génie électrique dans la salle. Miguel, Sylvain parlait de l'intégration justement des fournisseurs tantôt. Puis toi, ton dada, c'est l'analyse du cycle de vie et l'éco-conception. Donc comment est-ce qu'on rejoint tous les acteurs dans ces domaines-là? Merci Clotilde pour ta question. En effet, un des grands défis aujourd'hui, c'est la chaîne de valeur. C'est-à-dire, on ne construit pas nos appareils tout seul. Il faut vraiment collaborer avec tous les acteurs de cette chaîne, depuis l'extraction de matière jusqu'à la fin de vie du produit, tout en passant par, bien sûr, l'ingénierie et le développement du produit. Donc, c'est un enjeu clé de pouvoir mobiliser comme grand donneur d'ordre cette chaîne de valeur afin qu'il intègre des principes d'éco-conception, des principes d'analyse des cycles de vie pour pouvoir évaluer, pour pouvoir mesurer l'impact tout au long du développement des produits. Et pour ça, on a besoin de gens qui connaissent, qui collaborent à tous les niveaux, pas simplement l'ingénierie, mais au niveau commercial, au niveau communication. Donc il y a des enjeux majeurs, comme tu l'as mentionné, il y avait beaucoup de personnes qui ont quitté l'industrie et on n'a pas pu les remplacer et ça va prendre du temps à arriver à ce niveau-là. Donc il faut sécuriser cet aspect des connaissances. La gestion des connaissances, c'est très important. Donc avec les analyses de cycle de vie, c'est, on dirait, l'excuse aussi de pouvoir frapper à la porte de tes fournisseurs et dire, voilà, on veut engager une démarche d'éco-conception, mais en même temps, c'est au niveau de la durabilité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des manques qu'on peut combler d'une façon ou d'une autre et collaborer avec les différents acteurs, je pense. Merci, Miguel. Last but not least, Samira, d'un point de vue justement académique, on se dit toujours, hein, les universités avec les étudiants, ils sont un petit peu en amont, ils voient venir ce qui s'en vient après. Là, on voit déjà, il y a beaucoup de changements, mais c'est quoi la prochaine vague? Merci pour la question. Oui, nous avons 3 tendances essentielles qui ont changé le contexte industriel. Première, le rôle de client. Ils sont les acteurs clés tout au long du cycle de vie de produit, de la conception jusqu'à fin de vie pour conception, co-conception, personnalisation de produits. La deuxième est la durabilité. Les consommateurs et les fabricants sont plus conscients pour les impacts environnementaux et sociaux de produits et cherchent les solutions efficaces. La troisième, comme vous avez mentionné, est la transition numérique. L'industrie 4.0 transformer le cycle de vie de produits et sa chaîne de valeur. Alors, 3 tendances comme 3 paradigmes qui créent un espace de recherche innovant et transdisciplinaire dans l'industrie aéronautique.
Nous considérons plus l'objectif 13 de développement durable, l'action pour le climat. Cependant, l'objectif 12, la production et consommation durable aussi est très important. L'industrie aéronautique mondiale consomme environ 770 kilotonnes de ressources par an. Alors, on a besoin pour penser la circularité de matériaux, les matériaux rares et la criticité de chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est les sujets importants dans le contexte. Nous avons besoin des axes de recherche innovants pour l'opérationnalisation de l'économie circulaire. À Polytechnique Montréal, par exemple, on a défini un projet de recherche avec Safran pour identifier exactement les meilleures pratiques de l'économie circulaire dans l'industrie aéronautique, en mettant l'accent sur les flots matériels et aussi les processus. Merci beaucoup, Samira, de noter qu'effectivement, la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie, ce n'est pas juste les émissions de GES sur lesquelles beaucoup de gens focus, mais c'est la réduction de l'empreinte de toute la chaîne. On l'avait aussi abordé avec l'analyse du cycle de vie, mais la durabilité, puis aussi le remplacement des intrants. Merci pour ça. Puis là, on le voit, il y a beaucoup de gros projets avec des grands défis. Il faut des personnes, puis des personnes formées pour remplir ces défis. C'est quoi, pour vous, les prochains défis qui se posent en termes de relève et de formation? Puis je vais commencer par Sylvain. Chez Pratt & Whitney, là, c'est quoi? Tu as commencé à en parler tantôt, mais plus précisément, c'est quoi que vous pensez adresser? En fait, je vais peut-être revenir sur un exemple concret que j'ai mentionné lors de ma réponse précédente, à savoir un projet de démonstrateur pour un avion turbopropulsé hybride électrique qu'on souhaite réaliser en 2025. Ça se veut jusqu'à un certain point, une certaine technologie de rupture où on va remplacer un des moteurs thermiques traditionnels par un système électrique. Et là, on rentre dans une sphère de nouvelles compétences à laquelle Pratt, spécifiquement, on n'est pas nécessairement aussi expérimenté, évidemment, qu'au niveau des moteurs thermiques. En plus de ça, on doit s'assurer de comprendre la chaîne d'émission. Donc, on parle de chaîne de valeur, chaîne d'approvisionnement, on parle de toutes sortes de chaînes. Bien là, de nos jours, on doit aussi comprendre adéquatement la chaîne d'émission parce que l'utilisation de courant électrique, la fabrication de batteries, donc tous ces éléments-là, c'est des nouveaux intrants pour lesquels, effectivement, il y aura sûrement une empreinte de carbone. En plus de ça, à quel point ces nouveaux systèmes-là vont affecter la mission, la capacité des appareils, la capacité des systèmes de production, les besoins en entretien, les besoins sur un paquet d'éléments. Donc, on doit derrière ce projet très concret-là avoir, si on veut, une stratégie sur l'enjeu faisabilité technologique, l'enjeu viabilité financière et l'enjeu désirabilité des clients opérateurs futurs. Chez nous, ça implique des connaissances extrêmement larges jusqu'au point de vue marketing, communication, pour justement adresser l'aspect désirabilité des clients au même titre que des connaissances pointues comme on a traditionnellement développé au niveau des moteurs thermiques. Donc, vraiment, on regarde l'aspect diversité et inclusion non seulement au niveau des éléments qu'on connaît traditionnellement, mais de plus en plus au niveau des compétences transversales pour comprendre de la source à l'utilisation de ces futures technologies-là, l'ensemble des éléments de faisabilité, viabilité et désirabilité. Sans compter qu'en parallèle, certaines personnes, on va s'attendre à une expertise très verticale, très pointue dans des domaines. Donc, vraiment une interaction différente comme on n'a pas vu auparavant. Merci Sylvain. Puis justement, pour arriver à avoir cette multidisciplinarité qui transcende justement les métiers, Samira, dans ton domaine de recherche, c'est vraiment tu t'élèves au niveau organisationnel, à voir les changements qu'il faut apporter au niveau de la structure de l'organisation pour permettre de faire les changements à la base finalement. Oui, dans tous les contextes, nous avons besoin les experts pour jouer un rôle proactif
pour l'amélioration de durabilité axée sur les technologies. Je vais donner des exemples pour les ingénieurs et aussi les gestionnaires et pour le volet finance, pour tous les trois, mais brièvement. Alors, pour les ingénieurs, l'engagement environnemental peut stimuler l'innovation de produits et créer aussi la capacité pour la différenciation de l'entreprise. Alors, on est dans, comme j'ai déjà dit, on est dans un contexte transdisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'il évolue et crée les nouvelles opportunités avec l'implication des différentes parties prenantes. Alors, les ingénieurs en futur sont les courtiers honnêtes pour développer les solutions innovantes et en même temps avec la collaboration avec les différentes parties prenantes. Pour le gestionnaire, on a besoin d'un mécanisme, un nouveau mécanisme de gouvernance de l'entreprise pour améliorer aussi la qualité des processus de prise de la décision aussi, au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Les entreprises dans ce secteur pour adopter les différentes politiques, différents conseils d'administration et les politiques plus larges, diversifiées, pour améliorer, maximiser la participation de l'équipe et aussi améliorer les connaissances sur les questions environnementales. La dernière pour le volet finance. Maintenant, on a plus d'investissement et l'engagement sur le développement durable. Alors, le rôle de responsabilité sociale de l'entreprise est très important. Par exemple, Finance Morale, chaque année, organise un concours de les meilleurs rapports de développement durable pour les entreprises canadiennes. Alors, en futur, les rapports de développement durable sont très importants pour les marchés financiers et aussi pour l'évaluation de marchés financiers et aussi pour l'investissement. Alors, pour préparer les meilleurs rapports de développement durable, on a besoin de l'expert qui bien comprend le lien entre la durabilité et la création de valeur pour l'entreprise. Alors, c'est vraiment nécessaire en futur, à la base des différentes références, cadres de référence comme SAS, BGRI, etc. Merci Samira. Et Alexandro, pour poursuivre justement dans la transformation d'entreprise, de structure, de culture organisationnelle, la relève, sans mauvais jeu de mots, c'est une grande source d'énergie pour la transformation de l'industrie. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que justement cette énergie, on la garde avec nous en aérospatial, puis on la motive? Oui, ça c'est, je pense que c'est, honnêtement, aujourd'hui, ça va être la question à $1 million ou Bitcoin, dépendamment de qu'est-ce qu'on aime. Parce que je lisais encore ce matin une statistique, une étude récemment publiée sur les jeunes de 14 à 17 ans. Plus de 75%, donc 3 sur 4 jeunes, ils veulent travailler sur la question des changements climatiques, s'impliquer là-dessus. Pourquoi je mentionne cette étude-là? Parce que dans le fond, quand on parle de relève, la relève commence là, puisqu'ils vont choisir les études qu'ils vont faire par la suite pour devenir les professionnels de plus tard. Fait que parler de relève quand on a déjà les diplômes en main, c'est une chose. Mais c'est encore plus compliqué parce que le pipeline de ces jeunes qui deviennent des diplômés, il se rétrécit. Les gens qui voient aéronautique aujourd'hui, je suis convaincu parce que je parle avec eux, ne voient pas comment dire, dans les messages par ailleurs, ne voient pas toujours l'urgence climatique dans les messages de recrutement par exemple, ou dans les messages où on vient approcher, expliquer c'est quoi le secteur. Je pense que ça va être un enjeu pour eux. Mais si je prends l'autre pan de la relève qui sont les jeunes diplômés qui intègrent les entreprises, il faut savoir qu'ils viennent avec ce background. Ok, eux, ils ont fait le choix de venir en aviation, mais souvent ils ont des attentes très précises sur vouloir travailler sur les projets qui ont un impact environnemental. Et le changement climatique, le développement durable, c'est un mot qui est trop large que moi je déteste. Mais si c'est pour bien se cerner les enjeux, le changement climatique chez les jeunes, c'est parmi les enjeux environnementaux et de société, c'est le plus important. Et je crois que ça, en venant avec cette énergie-là, avec cette barre très haute, l'enjeu des organisations établies en aviation, en aéronautique de manière générale, ça va être de
savoir comment les autres professionnels d'organisation vont être aussi éduqués à ça, parce qu'eux, ils sont pas sortis du même moule, et il va y avoir un clash entre ces deux générations sur la base de ces valeurs-là et de qu'est-ce qui est prioritaire, notamment dans le cadre de leur travail. Est-ce que c'est prioritaire de sauver du poids, ou est-ce que c'est prioritaire de sauver du poids parce que ça sauve du carburant, parce que ça fait moins d'émissions de GES? C'est toute une façon différente de voir le discours. Donc, c'est ça, pour moi, l'enjeu, c'est former l'ensemble de l'organisation pour pouvoir arriver à la même compréhension des enjeux que cette nouvelle relève. Autrement, ils vont juste vouloir changer d'endroit. Merci Miguel. Je pense que Bombardier a mis en place quelques outils pour essayer déjà de répondre à certains des défis qui ont été soulevés par Alexandrou. Tout à fait. Et donc justement à Bombardier, il y a un cadre de stage très poussé. Dans les années précédentes, on a reçu environ 1000 stages qui vont dans toutes sortes de départements. Donc il n'y a pas que l'ingénierie, il y a vraiment toutes sortes de départements qui sont clés. Comme vous savez, les organismes aujourd'hui qui cherchent à développer leurs connaissances au niveau développement durable, il faut avoir les 3 sphères, donc la partie sociale, économique et environnementale. Donc si on arrive avec tous ces gens-là, essayer de définir c'est quoi les cadres avec les indicateurs clés, on peut développer des choses très intéressantes. Donc dans les cadres des stages, chez nous, on considère les stagiaires comme quelqu'un faisant vraiment partie de l'équipe. Et c'est très intéressant parce qu'on a vu par expérience propre comment ils se sont appropriés des projets, étaient responsables des projets, et ils l'ont amené à terme, et avec des connaissances de leur background, de leur savoir-faire, qui amènent un aspect de fraîcheur dans l'approche, dans la dynamique. Donc finalement, pour donner un exemple concret, on a une stagiaire qui a travaillé sur l'intégration des nouveaux matériaux durables pour l'intérieur des cabines d'avion. Et elle n'avait jamais parlé à un de nos fournisseurs, des choses comme ça. Elle était très à l'aise quelques semaines plus tard à discuter avec nos fournisseurs, à lui demander des informations de quelle façon on pouvait réduire l'impact environnemental des matériaux. Et elle a fait des analyses, elle a pu vraiment s'épanouir, si je peux dire ça, et en même temps, ça a démontré que c'est faisable. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, on disait non, certains fournisseurs sont réticents ou ne sont pas ouverts à ce type de choses. Et à un moment donné, on a vu débloquer vraiment des initiatives. Et aujourd'hui, c'est nos fournisseurs qui nous proposent des choses. Donc, on est vraiment content que les étudiants puissent arriver chez nous et amener tout leur fraîcheur, encore une fois, je veux dire comme ça, et leur point de vue un peu plus large que toujours travailler dans l'aéronautique. Elle a même communiqué son énergie, justement, dont on parlait tantôt aux fournisseurs. Donc, donner des responsabilités très tôt, finalement, c'est une bonne idée. Merci, Miguel. Merci tout ce que vous avez souligné là comme question. On a entendu parler énormément de disciplines, finance, gestion, toutes les sortes de génies. Puis j'aimerais peut-être rajouter que aussi ça prend l'implication des gens de marketing et de communication, puis ça prend l'effort de la part des gens d'ingénierie pour communiquer, pour être sûr qu'on arrive à communiquer avec humilité, c'est-à-dire pas faire du greenwashing, là, donc montrer vraiment les vraies étapes de transformation que l'industrie est en train de parcourir, mais d'arriver à bien communiquer au grand public, parce que là, on parle entre gens convaincus, mais on voit que ce sont encore des défis, que les gens sont peut-être pas encore au courant de à quel point l'industrie est en transformation actuellement et quels sont les grands projets justement qui sont en train d'être réalisés. Alors rapidement, oui, pardon Alexandre. Peut-être que juste pour compléter, j'aimerais aussi dire que si on regarde les 3 grands pôles de l'aviation aérospatiale dans le monde, Montréal est quand même particulièrement intéressant parce que notamment sur le continent américain, les entreprises d'ici sont beaucoup plus engagées sur les questions notamment énergétiques, développement durable. J'ai eu la chance de connaître Bombardier assez intimement. On était les premiers à parler à ce moment-là. Bombardier était les premiers à parler
d'analyse du cycle de vie sur tout un avion complet. Ça a chamboulé l'industrie, puis maintenant, ça fait que c'est quand même assez établi dans le secteur, cette pensée-là dans le secteur. Pratt & Whitney, aussi, j'ai eu l'occasion de travailler proche et savoir que Pratt & Whitney Canada, à l'intérieur même de l'organisation grande, c'est plutôt un leader sur des aspects environnementaux, des aspects justement même des projets d'analyse de carburant propre qui ont été faits ici avec le NRC. Donc on a ici des organisations qui, dans le monde par ailleurs, c'est plutôt de ce qu'on peut trouver du plus progressiste sur la question. Et c'est ça que je veux envoyer comme message, c'est que c'est une terre d'accueil quand même qui est meilleure peut-être que partout ailleurs. Puis si on a envie de faire de l'aviation et de l'aérospatiale, c'est peut-être Montréal qui est le plus intéressant qu'ailleurs. Puis pour rebondir, on ne va pas réinventer juste en fait, c'est exactement ce que Sylvain disait, on ne réinvente pas des moteurs, on réinvente des chaînes de valeur, des façons de faire. Avant, à Montréal, on ne faisait jamais des carburants propres, on ne s'intéressait pas, on a fait des tests, mais on ne s'intéressait pas à leur production. Aujourd'hui, c'est un élément central de la vision du secteur et de la grappe ici au Québec et au Canada. Et c'est les batteries, c'est l'hydrogène, tout ça. Je pense que c'est ça qui est excitant. Ça s'élargit, la famille qui pourrait être l'aéronautique, ça s'élargit au-delà du génie mécanique, je dirais, et aérospatial. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se joignent et moi-même, c'est vrai que je suis au sein du consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale, je suis vraiment émerveillée de voir le dynamisme et la collaboration entre les industries et les institutions au Québec. Je pense que c'est une belle opportunité, puis ça me fait mon segue parfait vers la prochaine question, justement sur comment est-ce qu'on fait pour les prochaines étapes là, pour préparer justement la relève en collaboration institutions et industrie. Puis du coup, on va partir justement côté formation de la relève avec Samira. Oui, par exemple, chez Polytechnique Montréal, nous avons les différentes opportunités pour la recherche, la formation, les stages en fin d'études pour la meilleure collaboration avec les différentes parties prenantes. Je vais donner l'exemple pour chacun, pour le côté recherche et aussi formation. Pour la recherche, nous avons les différentes opportunités pour travailler avec les différents centres de recherche. Par exemple, IVADO pour la transition numérique, CIROT et CIREC pour le côté développement durable et économie circulaire. Centre de recherche de CIRELT pour la chaîne approvisionnement, réseau logistique et transport. Et aussi KIRIAC particulièrement pour les projets pour le secteur aéronautique. On a aussi les différents programmes de maîtrise professionnelle. À la fin du programme, on a les différents projets et stages pour les bonnes expériences des étudiants en industrie. En génie industriel, par exemple, à la fin du programme baccalauréat, aussi, on a projet PRISM qui aide les étudiants à appliquer leurs connaissances dans les carrières industrielles. Pour la formation aussi, nous allons l'intégrer les éléments de développement durable dans plusieurs cours en futur. On a différents projets pédagogiques, par exemple, pour développer l'étude de cas, les simulations, les jeux, pour améliorer la capacité de résolution de problèmes pour les étudiants et aussi le jugement professionnel, la qualité de prise de la décision, parce que dans le contexte de développement durable, c'est un peu compliqué les aspects comme ça. Par exemple, dans mon cours de production durable, j'ai défini un projet équipe pour l'évaluation, les rapports de développement durable pour les différentes entreprises. Alors, c'est une étude diagnostique pour identifier
évaluer les opportunités et défis pour les différentes entreprises canadiennes. Il y a plusieurs équipes, par exemple, pour le choix de l'entreprise, concentrées sur, par exemple, l'industrie aéronautique. Alors, aller pour chercher, par exemple, les rapports de développement durable de Air Canada, Bombardier, Pratt & Whitney, pour savoir exactement, identifier exactement les défis et les opportunités. Merci. Johanna, chez Bell, qu'est-ce que vous faites du coup pour rapprocher l'industrie de la relève? On fait un peu exactement ça. Donc, on travaille avec, dans le cadre du programme CRIAC, avec MyTax, dans des cadres de projets directement avec les universités des fois. Donc, on utilise tout ce qu'on a comme outil pour essayer d'aller chercher la richesse du monde académique. Parce que vraiment, c'est une source très bonne d'information, puis c'est une source très bonne d'innovation, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On soutient les jeunes pour leur thèse de master. Donc, on les soutient avec des projets, puis avec des soutiens vraiment des gens qui sont dans notre organisation. Et vraiment, on a des projets qui ont connu des succès très grands dans CRIAC. On a des projets qui continuent depuis à peu près 10 ans, donc on est rendu à 4e projet. On continue de collaborer avec les universités à cause qu'on leur fait confiance, puis on a une bonne relation avec eux. Puis ils sont des très, très, très bons, comme j'ai dit, de très bonnes sources de connaissances. Donc, on fait un peu tout. Vous faites confiance aux universités et institutions de Montréal. Puis on les accueille chez nous dans les stages tout le temps. On a des stagiaires l'été un peu plus, mais même à l'hiver, on a des stagiaires qui sont vraiment intégrés. Comme Miguel disait, on fait la même chose. Donc on leur donne des responsabilités, puis on les mène dans le projet. Ils sont vraiment responsables de ce qu'ils font. Sylvain, si on reprend les 3 défis que tu mentionnais tantôt, environnementaux, main-d'œuvre et transition numérique, comment est-ce que vous abordez ça sous l'angle collaboration industrie-université? En fait, évidemment, je mentionnais en parallèle les enjeux si on veut, de compétences transversales, avec l'aspect de diversité et inclusion de plusieurs compétences et verticales aussi. Et ça impose un rythme de changement en termes je dirais, de processus interne d'entreprise et de développement de talent extrêmement rapide. L'industrie en isolation, comme les instituts académiques en isolation, n'arriveront pas, si on veut, à répondre à cette vitesse de changement-là qui est nécessaire. De plus, on collabore énormément actuellement avec plusieurs autres acteurs industriels et institutionnels pour développer, si on veut, une stratégie où l'apprentissage égale la formation en entreprise plus l'éducation en milieu institutionnel. Et lorsqu'on regarde ça, justement, on participe très activement un exemple avec l'Institut de la mobilité et de l'aéronautique du Canada pour justement optimiser des opportunités, si on veut, de stages expérientiels où on va développer, si on veut, une chronologie et une maturation de stages et aussi des besoins de compétences futures pour nos employés actuels, créer une masse critique de besoins pour mobiliser les instituts à effectivement non seulement regarder des programmes de formation traditionnels, mais aussi des séminaires transversaux dans d'autres disciplines. Donc vraiment un aspect de collaboration ici pour que l'ensemble des acteurs industriels et académiques puissent se joindre ensemble et accélérer justement ces éléments de formation-là. En plus, ça pourrait devenir un facteur attractif mondial pour du talent. Et on en a besoin. Absolument. Miguel, même question du côté de Bombardier, collaboration
institution, industrie, comment est-ce que vous voyez ça? Oui, en effet, la collaboration a été toujours au cœur du développement des produits de type aérospatial. On ne peut pas faire ça tout seul, donc il faut collaborer dans des institutions universitaires, mais aussi collégiales. Et il y a beaucoup de gens qui pas forcément suivent une démarche universitaire, qui vont pas aller jusqu'au doctorat, mais qui ont un savoir-faire technique très important et qui peut-être ont une flexibilité à rapidement changer des choses à moindre coût aussi, parce qu'on pense aussi d'un aspect production. On peut diminuer le temps pour avoir un résultat pour des étapes de tests assez rapidement avec des centres collégiales. On a développé des projets aussi avec le projet SAGE, par exemple. C'est un projet qui nous a permis de collaborer avec différents collaborateurs, mais aussi avec des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui ont aujourd'hui une grande lancée parce qu'ils ont développé leur expertise au niveau analyse des cycles de vie et aussi ont démontré leur réduction d'impact environnemental. Donc finalement aujourd'hui, ces clients à eux, et ils vont vouloir continuer à acheter leur technologie. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Nous avons collaboré avec RIAC aussi, par exemple, pour la fin de vie des avions. On a développé un projet qui consistait à démonter et à investiguer de quelle façon on pouvait valoriser en fin de vie nos produits et donner des leçons apprises pour la suite, pour la conception. Donc, de quelle façon on pouvait concevoir l'avion pour qu'en fin de vie puisse réutiliser, revaloriser. Donc, c'est indispensable vraiment être le plus proche des gens qui développent des nouveaux concepts, de nouvelles connaissances et les mettre en mode réel pour valider les choses. Parce que ça ne sert à rien de le laisser à l'université ou en termes de concepts. Si on ne les met pas à l'épreuve, on ne pourra jamais savoir. Donc vraiment, on veut être cette terre d'accueil des nouveaux concepts, essayer de transformer l'industrie grâce à cette collaboration. Je me rappelle de ce projet, il y avait des designs de pièces qui étaient ressortis de ça, ouais. Assez flyés. Oui. Alexandro, Miguel vient de parler justement de la collaboration avec les collèges également. Je pense que tu as une expérience très pratique à nous partager de collaboration avec eux. Effectivement, pour une jeune start-up, c'est sûr que nos programmes de stage sont un peu plus modestes et surtout un peu plus, on va dire, sauvage, mais j'ai eu l'occasion d'avoir encadré aussi des étudiants à la fois doctorat, postdoc, mais aussi des centres techniques. L'année passée, quand on a fait notre usine pilote dans l'est de Montréal, et on a fait les premiers carburants propres faits à partir du CO2 et hydrogène en Amérique du Nord. C'était une expérience extraordinaire et puis c'est sûr que je peux témoigner du fait que c'est une des meilleures façons de connaître à la fois les jeunes et les embarquer dans l'entreprise. Merci beaucoup. Ça arrive donc on arrive à la fin du panel. Il y a eu beaucoup de beaux projets, de beaux programmes présentés. Puis encore une fois, Alexandro, pour reprendre ce que tu disais, on a toute la chaîne de valeur, tous les acteurs pour faire ces changements ici à Montréal, donc vous êtes vraiment bien placés. Si vous voulez en savoir plus sur les projets, les programmes, les opportunités qui ont été présentées, je pense que je peux étendre l'invitation pour que les gens qui sont intéressés aillent rencontrer vos organisations respectives sur les stands exposants. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question, peut-être? Oui? Ok, parfait. Donc est-ce que nous avons des questions du public pour nos panélistes? Je pense qu'on en a une ici, c'est ça? Je ne sais pas qui c'est qui a le... Ah, c'est bon. Allô, allô. Bonjour, moi je suis à ma dernière année en génie aérospatial à Polytechnique Montréal. J'ai passé les 4 derniers mois chez Bombardier dans le programme de stage que vous parliez. Donc je commence ma carrière en fait dans le domaine de l'aérospatial et je vois la transition qu'on parle dans ce panel. Mais une question que j'avais c'est... oui, il va y avoir des impacts au niveau environnemental de cette transition-là, mais au niveau économique, est-ce que ça va rendre l'aviation plus abordable? Parce que quand on regarde les coûts d'opération d'un avion, le carburant, c'est quand même ce qui ajoute beaucoup à la facture. Mais avec justement cette transition, est-ce qu'on va pouvoir réduire les coûts d'opération du domaine de l'aviation puis permettre de le démocratiser un petit peu plus? Alexandro, est-ce que tu veux répondre à ça? Je pense que je suis probablement bien placé à répondre à ça. Merci beaucoup d'apporter la question sur la justice en fait. La justice un peu sociale économique. Est-ce que tout le monde a accès à l'aviation aujourd'hui? Et ce n'est pas le cas, on le sait. Et puis effectivement,
dans l'ordre des choses, on voudrait que ça soit disséminé le plus possible. Malheureusement, je vais donner la mauvaise nouvelle, c'est que probablement ça ne va pas aller dans ce sens-là, dans le sens où la transition énergétique, elle nécessite forcément des innovations et donc des investissements nouveaux, et aussi tout carburant de changement alternatif aux carburants fossiles est forcément plus cher. Pour la simple et bonne raison, c'est que personne ne paye pour l'énergie que la Terre a mise pour faire le pétrole dans la Terre. Donc, toutes les autres carburants alternatifs, on doit produire le carburant. Et ce coût-là, il est additionnel au raffinage, distribution et tout ça. Donc, forcément, il va se retrouver plus loin. Donc, moi, j'aimerais qu'on prenne cette question-là. Pour moi, c'est certainement une question importante. C'est comment on amène de l'équité dans ça, comme dans tous les autres secteurs où la transition arrive. Il y a toujours des gens, et notamment des gens qui sont à revenus modestes, qui ont plus à perdre dans cette transition-là qu'à gagner. Puis comment on amène du coup la justice, mais elle ne viendra pas par la baisse des prix du vol. Elle ne pourra pas. Je pense, on va trouver ailleurs. Je pense que Sylvain veut intervenir. Et peut-être rapidement pour, si on veut ajouter sur les éléments qu'Alexandra a mentionnés, j'ai fait allusion à deux éléments. Regardez les prochaines technologies en termes de faisabilité, viabilité et désirabilité, ainsi que l'Institut de la mobilité et de l'aéronautique. Mobilité, parce qu'effectivement, les nouvelles énergies, on va devoir regarder dans l'ensemble des solutions de mobilité, est-ce qu'effectivement une énergie est plus appropriée pour le secteur aéro versus ferroviaire versus d'autres innovations, exemple l'Hyperloop, qui pourraient éventuellement être développées. Donc, c'est extrêmement difficile dans un secteur donné et précis de dire qu'effectivement le coût va être avantageux. Donc, c'est vraiment une panoplie, si on veut, d'éléments, et c'est la raison pour laquelle les données sont tellement grandes et explosent tellement rapidement qu'on n'a pas le choix de voir l'ensemble des éléments environnementaux en parallèle avec la transformation numérique pour être en mesure d'intégrer tous ces variables-là et prendre les meilleures décisions sociales possibles. Excellent, ça répond très très bien à ma question. Merci. Ok, on me fait signe qu'il n'y a plus de temps pour les questions du public malheureusement, mais encore une fois, je pense qu'on réitère tous notre invitation pour venir nous rencontrer sur les stands dans la partie exposition. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre écoute ce matin, puis au plaisir de vous revoir. Merci. Merci.